Sur la télévision Labari, le point de l'actualité en ce dimanche 20 avril est à commencer par le sommaire. Le ministre d'État, le ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana, face à la presse de la tourmente qui secoue son parti aux perspectives minières qui s'offrent au Niger, en passant par les négociations avec Areva, le ministre est allé à cœur ouvert, vous l'entendrez dans ce journal. La société civile donne de la voix en ce dimanche avec 2 points de presse, celui du Cercle de réflexion pour la démocratie CRD et du Mouvement citoyen pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR. Une bouillante journée dominicale à vivre dans ce journal. Après le sommaire, les détails. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue au journal. Sans le PNDS Tareya, le président Hamma Amadou serait mort en prison. Par conséquent, son départ de la majorité au pouvoir est la forme la plus sévère de l'ingratitude, disait le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana, face à la presse ce matin. Un entretien sans tabou, à cœur ouvert, à bâton rompu. Je vous laisse le choix des mots et des expressions. Et tout de suite, nous vous en proposons un extrait. J'ai rendu visite à M. Mamadou Soufou et à M. alors président chef de file de l'opposition, président du PNS, à M. Bazoum Mohamed, vice-président du PNS, plus d'une centaine de fois, pour que rien que pour des raisons humanitaires, d'abord, ils puissent nous aider à convaincre les autorités d'autoriser M. Mamadou à venir se soigner à l'hôpital de Niamey. Ils sont vivants. Deuxièmement, quand j'ai acquis la conviction que monsieur le président Tanja allait dissoudre l'Assemblée nationale, il fallait vite faire pour le sortir de là-bas. Puisque la commission d'instruction avait déjà fini son instruction et l'avait renvoyé devant la Haute Cour de justice. Si on dissolvait l'Assemblée nationale, il serait resté en prison parce qu'il n'y aura pas de Haute Cour de justice pour le juger. Dire aujourd'hui, nier aujourd'hui le rôle joué par le PNDS, les députés du PNDS, vraiment, je pense que c'est la forme la plus sévère qui puisse exister de l'ingratitude. Mais moi, je serai toujours reconnaissant envers ces personnes-là pour nous avoir aidés à atteindre notre but. Et je salue en ce sens la mémoire du président Moumouna Moucha Mokoy, qui a dit à notre contact que si ça doit être le dernier acte qu'il posera dans sa vie, ça sera celui de libérer Hamamadou. Je salue également Issa Ali, je salue les députés Adam Salifou et bien sûr ma soeur Ladi Moussagoro. Voilà comment nous avons pu libérer M. Hamamadou. Sans le PNDS, Hamma serait mort en prison. Moi, je ne suis pas un ingrat. Et quand je suis allé l'informer de la décision qu'a prise le PNDS de nous aider, il s'est effondré. Quand je dis il s'est effondré au vrai sens du terme, il a fallu que je le console. Il m'a dit comment est-ce qu'on peut faire pour remercier ces gens. J'ai dit le jour viendra. Monsieur le ministre, des relevés ont mis à jour la présence au Niger dans la région du Liptako, juste dans la zone de Filengue, de nouvelles ressources minières. On parle même du diamant, monsieur le ministre. Est-ce vrai? Effectivement, un des objectifs, une des missions qui est assignée à mon ministère, c'est la connaissance de notre sous-sol. Et avec l'aide de l'Union européenne, nous avons fait ce qu'on appelle un levé géophysique à rapporter. Nous l'avons fait dans le Damagamouni, donc dans la région de Zender. Nous l'avons fait dans le sud de Maradi. Nous l'avons fait dans le bassin des îles Manden, donc la région de Tawa. Et nous avons fait ça aussi dans le Liptako. Cela nous a permis d'avoir des indices de plusieurs minerais. Et nous sommes en train de les confirmer. Et des informations sont très prometteuses. Et dès le jour où cela va se confirmer, nous ferons une conférence de presse pour annoncer la bonne nouvelle au peuple nigérien. Un entretien à nous accordé par le ministre d'État Omar Hamidou Tchana et nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions.
Autre événement politique du jour, le point de presse cet après-midi même à Niamey de l'opposition parlementaire. C'est la réplique à la majorité parlementaire qu'elle accuse d'avoir déclenché la machine de l'éjection du président de l'Assemblée nationale. Elle est par conséquent, selon toujours elle, à l'origine du blocage des travaux à l'hémicycle. En voici un extrait. Je voudrais de manière claire le dire aussi qu'à cette date, pour nous, il n'y a pas de bureau à l'Assemblée nationale. La question du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une question individuelle. C'est vrai, il y a eu des vice-présidents et un questeur qui ont été élus et des secrétaires. Mais cela, c'est individuel. Le bureau en tant que structure à date n'existe pas. Il y a même un alinéa de l'article 14 qui dit que lorsque le bureau est constitué, le président de l'Assemblée nationale doit présenter le bureau, notifier cela au président de la République, au Premier ministre et au président de la Cour, ou à la présidente de la Cour pour le cas d'espèce. De la Cour constitutionnelle, je veux dire. Donc, pour nous, le procès en cours, il n'est pas terminé. Il n'y a pas de bureau, donc il n'est pas question, ultérieurement, de la tenue d'une quelconque réunion de bureau. Cela m'amène à bondir sur ce que vous avez entendu, comme je l'ai dit, les propos de nos camarades, pour dire que manifestement, le mardi prochain, ils ont l'intention de convoquer une réunion du bureau parce qu'ils estiment qu'il y a 7 d'entre eux qui ont été élus et que de ce fait, ils peuvent convoquer la réunion. Nous estimons que le bureau en tant que structure légale n'existe pas. Que cela soit entendu. Donc, voilà un peu le décor dans lequel on se trouve. En vérité, nos amis sont en train de faire face à un certain nombre d'obstacles, comme je l'ai dit au début, dans la mise en œuvre de leur stratégie du débarquement du président de l'Assemblée nationale. Ils ont cherché et recherché le nombre de requis pour le faire. Manifestement, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et ils sont en train, donc, de créer une situation de tension de manière à ce que peut-être, pense-t-il, cette crise au niveau de l'Assemblée va amener quelques indécis à basculer pour qu'ils puissent constituer, encore une fois, cette majorité qui puisse leur permettre de réaliser leur œuvre. En ce dimanche toujours, ce point de presse du Cercle de réflexion pour la démocratie CRD, Insa Garba, vous l'entendrez dans quelques instants, n'a pas fait dans la dentelle pour évoquer pêle-mêle le blocage et la tension au sein de l'hémicycle, l'atteinte à l'indépendance de la justice et bien d'autres sujets. Nous l'écoutons. Vous conviendrez avec nous que les députés sont en session ordinaire et qu'ils sont à la charge des contribuables nigériens. Et s'ils se donnent à des blocages de leur institution, une institution qui joue un rôle important dans la vie de notre nation, et c'est au vu de cela que nous avons estimé qu'il faudrait que nous sortions, que nous disions aux députés que l'Assemblée est une institution de la République, qui ne peuvent pas se permettre tout. Leurs carrières politiques, ils peuvent les faire au-delà de l'Assemblée nationale. Si nous avons gardé le silence pendant tout ce temps, c'est parce que tout simplement nous avons estimé que c'est un problème qu'ils allaient régler entre eux, que ça n'allait pas toucher le fonctionnement de l'institution, ça n'allait pas toucher la République. Mais nous constatons que de plus en plus, ils nous montrent leur incapacité à être des dirigeants, à être des responsables, à être des vrais représentants du peuple. Vous avez vu, depuis 3 jours, 4 jours, que l'Assemblée ne bouge pas. Et c'est l'argent des contribuables qui est parti. Ces gens, on va les payer les indemnités. Ils vont traîner, ils ne vont pas faire passer le dossier. Après, ils vont aller venir convoquer une session extraordinaire. Toujours au dos des contribuables nigériens. On en a assez. Nous pensons qu'ils doivent comprendre. Que ce soit la majorité. Et d'ailleurs, il faut dire, nous ne pouvons pas comprendre qu'une majorité au pouvoir, même, essaye de bloquer une institution qui l'appartient et qui la permettra de fonctionner normalement. Et c'est pour cela que nous pensons qu'il faut que cela s'arrête. Il faut que les députés sachent que le peuple est là et nous sommes là avec le peuple, nous les regardons et nous ne pouvons jamais accepter qu'ils continuent à faire ce qu'ils font. Le deuxième point, c'est par rapport
à la sortie médiatique du syndicat autonome des magistrats. Il y a de cela presque un mois. Les magistrats sont sortis. Dire ce que les Nigériens soupçonnaient. Depuis longtemps, des Nigériens se plaignent de notre justice. Des Nigériens pensent qu'on n'est pas en train de faire l'état du droit. On n'est pas en train de laisser la justice travailler. Les gens l'ont dit tout bas. Finalement, c'est le syndicat des magistrats qui sortent et qui les dit plus haut. Nous pensons que le chef de l'État, qui est le premier responsable, le premier magistrat, doit donner suite favorable à cette requête. Il doit dire à ses ministres, à ses autorités, d'arrêter de s'immiscer dans le fonctionnement de la justice. Il faudrait que nous ayons une justice indépendante, une justice autonome, une justice qui rendra et qui nous dira que le droit, quand il faut le dire. Et le troisième point de notre sortie médiatique, c'est parce que vous constatez avec nous depuis une semaine déjà, le Front social ne fait que monter. Moi je pense, et si nous avons estimé cette sortie, c'est parce que nous pensons que ces autorités estiment avoir investi beaucoup d'argent pour ce peuple. Beaucoup de chantiers sont en démarrage. Mais il faut que les autorités sachent que ces chantiers n'auront pas de valeur lorsque le Front social ne va pas. Vous avez constaté qu'il y a les agents de la santé qui sont en grève, il y a les auxiliaires qui sont partis en grève, il y a les enseignants qui vont entamer encore la grève. Cette situation a perduré, a trop perduré. Nous pensons que le chef de l'État, il a la lourde responsabilité de faire revenir les uns et les autres à la raison. Sur le front social décidément bien mal en point, le mouvement citoyen pour la promotion de la citoyenneté responsable affûte ses armes, trace et balise la voie à suivre face au refus de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et la Société des eaux du Niger de cesser, selon ces termes, des pratiques injustes contre le consommateur. Assoumana China et Ali Bourema sont allés aux nouvelles et nous résument les prémices de cette bataille. Responsables en date du 18 mars 2014 adressés à la Nigélec et à la SIN, leur demandant de mettre fin aux facturations fictives et ruineuses pour les consommateurs, les deux sociétés sont restées insensibles à cet appel. Les mêmes pratiques persistent aux grandes dames des populations impuissantes face à la situation. Cette sortie médiatique du MPCR en ce dimanche 20 avril 2014 annonce les couleurs des actions que la structure entend engager pour débarrasser les consommateurs de cette escroquerie. Il faut que ça soit très clair et si vous ne faites pas ce que nous avons été amenés à relever, si vous ne corrigez pas, il y a une seule chose qu'il faut absolument retenir. Désormais, des mesures sérieuses vont être prises et on ne vous dira pas lesquelles. Mais vous allez vous rendre compte de ça, de la mesure où ce n'est plus une logique du droit. C'est du gangsterisme. Chacun dans ce pays fait ce qu'il veut avec les lois de la République. Chacun fait ce qu'il veut dans ce pays avec les règles qui sont établies. Alors, nous pensons que ce n'est pas le peuple qui doit être les dindons de la farce. C'est bien vous. Ce n'est pas une petite minorité de gens qui vont venir aujourd'hui s'organiser à vouloir raqueter le peuple, à abuser du peuple, à abuser de tous les citoyens, et que nous, on le sait et on peut faire quelque chose, on va croiser les bras sans rien faire. On a considéré que trop c'est trop, et à partir de maintenant, on leur a indiqué ce que nous attendons d'eux. S'ils ne le font pas, nous souhaitons simplement que chaque Nigérien, chaque consommateur comprenne que la lutte, le combat, la victoire, elle réside dans la détermination, dans l'engagement, dans l'abnégation et dans l'union, dans l'unité et dans l'action. Et donc, par conséquent, nous devons nous apprêter à savoir que les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on va se retrouver en train de rentrer dans le même pantalon, comme diront les autres, avec ces gens-là. Jusqu'à ce qu'ils nous respectent, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de s'organiser à abuser de nous. Imaginez, quand on vous oblige de rendre... Il y a un monsieur qui nous a amené une facture. On a attendu 83 jours avant de lui faire le... 83 jours. Et en 83 jours, il s'est retrouvé avec une consommation de 55 mètres cubes. Et on lui fait une facture par rapport à un mois. Et on considère que c'est la même consommation, on fait une facture. Donc on enlève 10. Et le reste, il est tombé dans les autres tranches. La deuxième tranche et la troisième tranche. La deuxième tranche, je vous ai dit, elle coûte 221 francs. Mais la troisième tranche, elle coûte
515 francs. Et pourquoi? Pourquoi uniquement par la faute de quelqu'un? Si j'ai consommé, je paye. Mais si je n'ai pas consommé, pourquoi on va m'obliger? Parce qu'il y a quelque part quelqu'un qui n'a pas fait son travail, moi je vais me retrouver en train de payer plus que je ne dois le faire. Donc voilà la situation et voilà où est-ce qu'on en est et voilà les indications que nous donnons sur la conduite future à tenir et sur laquelle nous allons nous appesantir dans les prochains jours. Espérons que les deux sociétés, la Nigélec et la SIN, qui font monter à chaque fois la colère des consommateurs, se conforment à la réglementation avant la mise à exécution la menace du MPCR. C'est chaud bouillant, Ousmane Achina. En ce dimanche de fête pascale, les chrétiens ont veillé hier nuit pour célébrer la résurrection du Christ. À Niamey, les églises ont drainé des foules impressionnantes de fidèles, à l'image de la paroisse Saint-Jean de Yantala, où une de nos équipes s'est rendue. Entre prières et chants à la mémoire du Christ, le compte rendu de Youssouf Omar et Sadoudoumi. Les chrétiens d'ici et d'ailleurs fêtent la résurrection du Christ. Au niveau de l'église catholique de Yantala, les fidèles ont veillé toute la nuit. Un seul nom aux lèvres durant cette veillée, Jésus-Christ, fils de Marie. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur? Pâques, c'est le grand passage, comme nous disons, et c'est la résurrection du Christ. Jésus a passé 40 jours. Et ces 40 jours, après ces 40 jours, il y a eu sa passion où il a été crucifié, mis en croix. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et c'est sur cette résurrection qu'est basée toute la foi chrétienne. Et la famille catholique chrétienne du monde entier, aujourd'hui, presque à la même heure, fête cette fête qui est une fête de vie, une fête de paix et de la grande gloire du Christ ressuscité. C'est aussi une occasion pour souhaiter des vœux à l'ensemble de la communauté. Un seul vœu, c'est la paix, la grande paix du Christ ressuscité, que ça habite chacun et chacune en cette nuit et tout au long de nos jours, et que nos pays connaissent cette paix, cette vraie paix qui permet de vivre en frères et en sœurs. Crucifié à mort, Jésus-Christ s'est ressuscité quelques jours après la crucifixion. Depuis lors, les chrétiens du monde entier célèbrent le jour de sa résurrection. Genre et budget, c'est le thème d'un atelier de formation de 2 jours qui s'est ouvert ce matin à la Tapoa. L'initiative est de NDI Niger et vise à donner à nos parlementaires les outils, le savoir pour une meilleure prise en compte du genre dans le budget national. Nos envoyés spéciaux Ibrahim Tikiré et Chebou Guisso sont de retour à Niamey et nous en parlent. Véritable outil de développement dans un pays, le genre doit être pris en compte dans les politiques publiques. Et c'est pourquoi NDI Niger, dans le cadre de sa coopération avec l'Assemblée nationale, organise cet atelier de formation sur genre et budget à l'intention des députés membres des commissions finances, CAGI, du réseau parlementaire sur le genre et le personnel de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale participe amplement à la promotion de la bonne gouvernance et à la consolidation des acquis démocratiques. C'est pour l'appuyer dans cette mission que l'USAID et DANIDA ont financé à travers les NDI un programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale dont la première phase a couvert 2012 et 2013 et la seconde, actuellement en cours de mise en œuvre, couvrira 2014 et 2015. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui entre donc dans le cadre d'une thématique transversale du programme du NDI, à savoir la prise en compte du genre dans les politiques publiques. Comme vous le savez, le financement des politiques publiques passe à travers le budget qui est, de ce fait, un très bon indicateur de la place du genre dans les priorités nationales. D'où l'intérêt de ces 2 journées consacrées à l'analyse du budget, à l'évaluation de sa prise en compte de l'aspect genre au Niger. Cerner le concept genre, les parlementaires en ont besoin pour mieux renforcer leurs capacités dans l'élaboration du budget en mettant l'accent sur l'aspect genre.
Le président du réseau parlementaire genre a salué l'initiative de NDI Niger. C'est un thème qui est d'actualité à travers tout le monde entier. Donc, c'est pour nous un honneur, l'honneur d'apprendre beaucoup de choses dans ce domaine. Nous allons mettre l'attention sur les 2 jours que nous ferons ici, aujourd'hui et demain, pour assimiler au maximum, échanger au maximum, parce que c'est un échange entre nous, c'est un échange, donc chacun va mettre l'effort pour comprendre de quoi il s'agit, pour pouvoir amener nos autorités à aller vers ce thème-là. Pendant 2 jours à l'hôtel Tapowa, les participants vont suivre des modules sur le concept genre, état de lieu de la prise en compte du genre dans le budget national et le budget sensible au genre. Montrer aux députés, à l'Assemblée nationale et à la population nigérienne que la question, la prise en compte du genre est fondamentale pour un développement harmonieux et durable de la population. 2. Permettre aux députés de comprendre et d'adopter cette approche d'élaboration du budget pour pouvoir permettre à toutes les composantes de la société d'avoir le mieux-être. Donc c'est aussi un plaidoyer envers les députés pour qu'ils soient convaincus, pour qu'ils adoptent cette nouvelle approche d'élaboration du budget sensible au genre. Avec cette formation sur genre et budget de NDI Niger, les députés nigériens auront un plus dans le cadre de leur mission, notamment dans le volet la place de l'aspect genre dans les priorités nationales. NDI Niger, faut-il le rappeler, renforce les capacités des députés nigériens dans divers domaines. L'Association des agences pour un pèlerinage agréé APA, c'est la nouvelle née de la famille des associations du Hajj et de la Oumra au Niger. Elle est née ce matin sous les yeux de nos reporters Memouna Daouda et Souleya Boubacar qui piaffent d'impatience de faire un jour le voyage au lieu saint. En attendant ce jour, leur compte rendu. La présente cérémonie marque la création de l'Association des agences pour un pèlerinage agréé APA. Ce nouveau-né de la famille du Hajj et de la Oumra qu'est l'APA vient à point nommé. À un moment où le gouvernement du Niger fait d'une bonne organisation du pèlerinage l'une de ses priorités. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra est attentif à toute proposition, toute réflexion, voire toute critique visant à améliorer l'organisation du Hajj au Niger. Je vous souhaite beaucoup de courage, de persévérance dans l'accompagnement et l'encadrement des pèlerins nigériens. Cette association est créée pour plusieurs raisons et vise des objectifs bien déterminés. Le but général de l'APA est d'accompagner, de guider et d'encadrer les pèlerins afin qu'ils puissent accomplir un pèlerinage agréé et en multipliant les conditions. L'APA se fixe comme mission de collaborer efficacement avec la politique générale du gouvernement à travers le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra en s'appuyant sur les initiatives d'amélioration des conditions de pèlerinage et de son développement. L'Association des agences pour un pèlerinage agréé APA a pour objectif soutenir l'atteinte des objectifs des politiques sectorielles du Niger dans la satisfaction des besoins humains fondamentaux et à travers la création du COHO en matière de pèlerinage au lieu saint de l'islam. 2. Identifier les agences de pèlerinage et plaider pour leur cause auprès des organismes spécialisés. 3. Assainir le cadre de vie des pèlerins à travers des sensibilisations à l'hygiène, la santé, la culture de la paix, etc. Présent à cette cérémonie,
Le représentant des syndicats des agences de pèlerinage n'a pas manqué de féliciter les responsables de cette association. Notons enfin que l'association des agences pour un pèlerinage agréé est composée de 9 membres, dont le président est Hassan Ousseini qui s'engage à apporter des changements positifs dans l'organisation du Hajj et de la Umrah. Un accident de la route, un de plus à Niamey cet après-midi même au quartier Zabarkan. 3 blessés sont à déplorer et qui s'ajoutent à la longue liste du cycle infernal des accidents de la route à Niamey. Et cela s'est malheureusement passé sous les yeux interloqués de nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Aboubakar Souley. C'était aux environs de 17h quand le conducteur de ce taxi venant des feux optiques du quartier Zabarkan en direction du rond-point 6e a perdu le contrôle de son véhicule qui a fini sa course sous la plaque de Lumana. Le taxi a percuté un autre véhicule en position de stationnement. 2 personnes, le taximan et une cliente étaient à bord et sont toutes blessées et portées d'urgence par le secouriste. Un des témoins explique. Du coup, j'ai remarqué l'accident qui a eu lieu. Donc, moi, j'étais venu vers lui, le taximan était souffrant de l'accident qui avait eu lieu. Donc, j'avais remarqué des gens voulaient le faire sortir du véhicule. Donc, ils étaient dans l'incapacité de le faire sortir. Et du coup, je suis rentré, j'ai fait sortir le gars. Je suis venu, je l'ai déposé ici. Du coup, les gens de super sont venus de là. C'est seulement ce que j'ai reçu, ce que j'ai constaté. Ils disent qu'ils ont. En fait, le gars, c'est une crise qu'il a fait. Le chauffeur. Il a conduit, voilà. C'est pas quelque chose, mais c'est une piste qu'il a pris et du coup il conduisait le véhicule. C'était la cause de l'accident. Et ils sont au nombre de combien dans le véhicule? Ils sont 2. Selon certains témoins sur place, le taximan aurait été frappé par une crise en pleine circulation. Il faut préciser qu'outre le véhicule percuté, endommagé, l'accident a failli coûter la vie à une malade mentale qui s'est trouvée juste à quelques mètres. Dures sont ces images. La réplique de l'opposition parlementaire à la majorité cet après-midi même à Niamey. Revenons-en plus en détail, cette fois-ci en partie magazine du journal. Bonne réception et excellente suite au programme en notre compagnie. Au revoir. Les groupes parlementaires de l'opposition ont voulu initier pour clarifier un certain nombre de choses. Vous êtes en train de suivre, comme nous, l'actualité nationale. Actualité nationale qui est dominée, comme vous le savez, par la mise en œuvre de l'agenda de la majorité présidentielle qui gouverne ce pays. Ils l'ont annoncé depuis un certain temps. Leur objectif premier, c'est, en tout cas dans les jours ou les semaines à venir, de débarquer le président de l'Assemblée nationale. Cela, suite à ce que vous savez, c'est-à-dire son départ de la majorité présidentielle. Donc la mise en œuvre de cet agenda a trouvé son prolongement naturel au niveau de l'Assemblée nationale depuis quelques jours. Comme vous le savez, nous sommes en session ordinaire et qu'au regard de notre calendrier des travaux, nous devrions normalement, à partir du 17 avril dernier, commencer le renouvellement d'une partie du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est consacré par notre Constitution, en son article 89, qui stipule que les autres membres du bureau, à l'exception du président de l'Assemblée nationale, sont renouvelés chaque année. Nous sommes donc dans ce processus et le jeudi, comme tout le monde s'attend, nous devrions examiner cette question. Évidemment, comme je vous l'ai annoncé, du fait de l'ambiance politique délétère qui caractérise la vie politique dans notre pays depuis quelque temps, le président de l'Assemblée nationale a pris l'initiative responsable de convoquer une réunion préparatoire
Autour de lui, il y avait les 5 vice-présidents et les 5 présidents de groupes parlementaires. Nous avons dit que notre institution est une institution de la République et qu'il n'était pas normal, a-t-il soutenu, que nous allions nous exposer à l'hémicycle pour faire une agitation inutile. Donc il était extrêmement important donc, que nous accordions nos violons, comme nous le faisons chaque année, pour que ces élections se passent normalement sans anicroche. Le tour de table a été fait au niveau de l'ensemble des groupes parlementaires et chaque groupe a annoncé de manière très claire qu'il n'y avait aucun problème et que les choses allaient se dérouler normalement. Il a redemandé s'il y a des difficultés, il est bon que les uns et les autres les soumettent pour qu'on en discute de manière à ce qu'on ne présente pas un spectacle, en tout cas pas très bon aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Et donc nous avons accordé nos violons. C'est ainsi que donc le 17, comme convenu, pour l'ensemble des groupes parlementaires, donc il était question, bon, tout simplement de procéder aux élections. Nous sommes venus et déjà, pour ceux qui ont suivi, il y avait un tout petit problème d'ajustement du calendrier, de la révision du calendrier. Mais très rapidement, les uns et les autres se sont rendus compte que c'est de l'impossibilité, en tout cas de la modification du calendrier, et le processus électoral a été entamé. Les différents présidents de groupe, conformément donc à la disposition de notre règlement intérieur, ont déposé les candidatures sur le bureau de l'Assemblée nationale. Je rappelle que le dépôt de ces candidatures doit se faire au plus tard 30 minutes avant le début du scrutin. C'est ce que tous les groupes ont fait, sans aucun problème. Et les votes, ou le scrutin, j'allais dire, a commencé. Ça a continué jusqu'au dépouillement. Et au dépouillement, à la fin du premier tour, donc nous avons relevé que 2 de nos camarades n'ont pas bénéficié du suffrage des députés de la majorité. Il s'agit particulièrement du 2e vice-président et du 3e. C'est alors que nous nous sommes interrogés pourquoi. Parce qu'à notre sens, au sens des discussions que nous avons eues en amont, nous avons pensé que les choses allaient se passer normalement. Et pour nous, il fallait se référer au règlement intérieur pour contourner cet obstacle. Lequel règlement intérieur stipule clairement que lorsqu'au premier tour, un candidat n'est pas élu, on passe à un second tour et à un troisième. Et à la fin du 3e tour, si normalement il n'y a pas de variation, même s'il n'a pas trouvé la majorité, ce candidat est considéré comme étant élu. C'est une disposition de notre règlement intérieur. Et nous savons que pour, en tout cas ceux qui ont participé activement à l'élaboration de ce règlement intérieur, l'esprit de cette disposition, c'était de faire en sorte que les groupes parlementaires, que les groupes politiques puissent être représentés au sein du bureau de l'Assemblée nationale, conformément à la disposition de notre Constitution en son article 89, qui l'énonce de manière très claire. Et je voudrais déjà à ce stade rappeler que cette difficulté, nous l'avons vécue en 2011, pour ceux qui s'en souviennent, lorsque l'ancienne majorité ou la majorité de l'époque avait voulu nous imposer une vice-présidence qui n'était pas à notre taille. Lorsque l'ancienne majorité avait voulu nous refuser le poste de 2e questeur. À l'époque, nous avons fait recours à la Cour constitutionnelle, laquelle Cour constitutionnelle a rendu un arrêt par rapport à cette question du bureau de l'Assemblée. Pour dire de manière claire que le bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Laquelle configuration s'entend par la taille des groupes parlementaires. Je rappelais tout à l'heure que par rapport aux candidatures, c'est les groupes parlementaires qui sont censés déposer ces candidatures. Donc voilà un peu le blocage où nous en sommes.
Et vous avez suivi avec nous que nos amis d'en face n'avaient pas cette lecture donc du règlement, cette même lecture que nous du règlement intérieur. Ils ont brandi la disposition selon laquelle, puisqu'on parlait de majorité, qu'il n'y avait pas nécessité de poursuivre et qu'il fallait s'arrêter et qu'eux pensent que nos candidats ayant été récusés, il fallait que nous réintroduisions d'autres candidatures. Ce qui est du point de vue de notre constitution et du point de vue de notre règlement intérieur est quasiment impossible. Le processus, le scrutin est ouvert. À l'heure où je vous parle, il est en cours, il n'est pas épuisé. Et le règlement intérieur dit clairement que c'est 30 minutes avant le début du scrutin que les candidatures doivent être déposées. Donc pour nous, il n'y a véritablement pas d'ambiguïté. Donc, il y a un blocage. Et pour ceux qui ont suivi, l'atmosphère, effectivement, au niveau de l'Assemblée nationale, c'est un peu dégénéré. Il y a eu des empoignades verbales entre nous. Et en toute responsabilité, le président de l'Assemblée nationale a suspendu la séance pour ramener la sérénité, pour permettre aux gens de se contenter et revenir à des meilleurs sentiments. Nos travaux donc ont achoppé depuis le jeudi. Nous sommes revenus l'après-midi, les choses n'ont pas bougé. Le lendemain, la même chose, jusqu'au samedi. Au samedi, c'était initialement une interpellation qui était prévue, mais du fait que nous n'avons pas épuisé l'ordre du jour entamé depuis la séance du jeudi, il fallait continuer. Malheureusement encore, nos camarades ne l'entendaient pas de cette oreille. Et les débats se sont engagés avec la violence que vous connaissez. Le président de l'Assemblée nationale s'était retrouvé dans la même posture de suspendre les travaux. Il a suspendu les travaux et proposition a été faite pour que les présidents des groupes parlementaires se retrouvent autour de lui pour échanger en vue de trouver un modus vivendi de manière à ce que la situation soit débloquée. Nous nous sommes donc retrouvés dans son bureau pour échanger et à l'issue de cet échange, un certain nombre de choses sont apparues. Nos camarades de la majorité sont sortis clairement pour dire qu'il s'agit pour eux d'un problème politique et que leur attitude vise tout simplement à soutenir nos camarades qui soutiennent l'action du président de la République. Que c'est un problème politique, il faut le traiter comme tel. Nous leur avons retrouvé que nous ne comprenions pas qu'un problème politique, en l'espèce, soit la sauvegarde des intérêts d'un groupe, fut-il des amis politiques, soit que ces intérêts passent avant l'intérêt national, celui de doter notre institution d'un bureau normalement constitué. Premier élément. Deuxième élément, nous avons fait valoir que nous ne comprenons pas là également, sur la base de cet argument, nous avons présenté une liste de 3 candidats. Pour aller dans le sens de leur manœuvre politicienne, ils ont élu 2, notamment le questeur et le secrétaire parlementaire que nous avons présenté, et refusé de voter le deuxième vice-président et le troisième. Pour nous donc, il n'y a aucune cohérence dans la démarche. Il s'agit, comme ils l'ont dit, de manœuvres politiques qui sont en train de trouver leur mise en œuvre au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes bloqués. Et finalement, en échangeant avec eux, eux-mêmes, avaient compris la gravité des actes qu'ils ont posés. Et nous avons convenu de retourner au niveau de nos différents groupes parlementaires pour échanger, pour que très rapidement, la situation du bureau de l'Assemblée nationale, que le processus électoral puisse reprendre et que l'Assemblée soit dotée du bureau. C'est ce sur quoi nous nous sommes quittés hier aux environs de 17h. Le problème est un problème politique, il faut aller le décanter. Et c'est à leur demande, parce que nous avons voulu que séance tenante la plénière reprenne pour évacuer cette question. Ils ont dit
qu'ils souhaiteraient qu'on leur donne un délai suffisant pour qu'ils consultent leurs groupes respectifs de manière à ce que chacun soit au même niveau d'information. C'est sur ce sur quoi nous nous sommes quittés. Donc pour nous, il s'agit véritablement d'une mise en œuvre d'une stratégie politique tendant à amener un blocage au niveau de l'Assemblée nationale de manière à plus ou moins dire qu'il y a un blocage pour trouver des arguties ou des arguments pour dire que l'Assemblée nationale est bloquée, que les députés de l'opposition refusent de collaborer et dans le sens de l'intérêt général du pays. Et donc, il faut le comprendre tel, il s'agit bel et bien d'une manœuvre politique dictée ailleurs. Mieux, c'est donc après cette réunion que, pour nous, il fallait attendre jeudi pour reprendre le processus. Il fallait attendre mardi, j'allais dire, pour donc reprendre le processus électoral. Malheureusement, à notre grande dame, aux environs de 18 heures, nous avons appris qu'ils ont tenu une conférence de presse que chacun a suivi. À cette conférence de presse, vous avez tout entendu. Manifestement, il semble vouloir revenir sur les échanges que nous avons eus pour dire qu'il y a des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale. Ils continuent à soutenir leurs camarades qui soutiennent le président de la République, etc., etc. Manifestement, ils sont sur une autre stratégie, sur une autre démarche qui est totalement en porte-à-faux avec celle que nous avons convenue. Et pour étayer cela, nous avons même appris qu'après notre rencontre autour du président de l'Assemblée nationale, il se serait rendu au niveau du gouvernement, du siège du gouvernement, pour échanger. Et c'est après coup qu'ils ont tenu leur point de presse. Voilà de manière succincte, de manière claire, les choses telles qu'elles se sont passées. Je voudrais rappeler que de tout temps, depuis dans l'histoire même de l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires sont souverains. Les dispositions sont claires par rapport aux candidatures au bureau de l'Assemblée nationale. C'est les groupes parlementaires qui les déposent. Au niveau de l'arène, ils ont fait valoir que nous n'avons pas invité nos camarades au moment pour arrêter la liste des candidats. Je rappelle que depuis le mois d'août, malgré ce qui s'était passé, nous avons toujours invité nos camarades à nos réunions de groupe parlementaire. Réunions qu'ils ont délibérément boudées et boycottées. Mais je rappelle qu'en même temps qu'ils boycottaient nos réunions, ils assistaient à la réunion, aux réunions de la majorité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire de manière très explicite qu'ils ont choisi leur camp. Ce n'est pas maintenant, parce qu'il s'agit de renouvellement, qu'ils vont dire qu'ils n'ont pas été associés. Notre groupe parlementaire a tenu une réunion comme n'importe tous les autres groupes parlementaires et nous avons arrêté d'un commun accord la liste de nos candidats aux différents postes au sein du bureau. Je voudrais saisir cette occasion pour vous donner ici, j'ai le procès verbal. Ça, c'est les signatures de l'ensemble de nos camarades qui ont assisté à la réunion et de manière consensuelle qui ont donné leur accord pour introduire les candidatures que nous avons déposées sur le bureau de l'Assemblée nationale. Et je crois savoir que le fondement même de la démocratie, c'est des rapports entre une majorité et une minorité. Donc il y a une majorité, il y a un consensus qui s'est dégagé au niveau de notre groupe parlementaire qui a motivé le dépôt de ces candidatures. Et je profite pour dire de manière claire qu'au niveau de l'arène et du groupe parlementaire Lumana FA, il n'est pas question pour nous de revenir sur ces candidatures. Nous maintenons nos candidats. Inch'Allah, ils seront obligés de travailler avec eux. Il n'est pas question parce que ce sera en violation des dispositions même de notre règlement intérieur. Le règlement intérieur est clair. Même si aujourd'hui, nous-mêmes, de manière souveraine, nous décidons de les changer, le règlement intérieur nous l'interdit. À plus forte raison que ce soit sous la pression d'une dictature de la majorité parlementaire. Il n'est pas question. Je voudrais de manière claire le dire. Dire aussi qu'à cette date, pour nous, il n'y a pas de bureau à l'Assemblée nationale.
La question du bureau de l'Assemblée nationale n'est pas une question individuelle. C'est vrai, il y a eu des vice-présidents et un questeur qui ont été élus et des secrétaires. Mais cela, c'est individuel. Le bureau en tant que structure à date n'existe pas. Il y a même un alinéa de l'article 14 qui dit que lorsque le bureau est constitué, le président de l'Assemblée nationale doit présenter le bureau, notifier cela au président de la République, au Premier ministre et au président de la Cour, ou à la présidente de la Cour pour le cas d'espèce. De la Cour constitutionnelle, je veux dire. Donc, pour nous, le processus en cours, il n'est pas terminé. Il n'y a pas de bureau, donc il n'est pas question, ultérieurement, de la tenue d'une quelconque réunion de bureau. Cela m'amène à bondir sur ce que vous avez entendu, comme je l'ai dit, les propos de nos camarades, pour dire que manifestement, le mardi prochain, ils ont l'intention de convoquer une réunion du bureau parce qu'ils estiment qu'il y a 7 d'entre eux qui ont été élus et que de ce fait, ils peuvent convoquer la réunion. Nous estimons que le bureau en tant que structure légale n'existe pas. Que cela soit entendu. Donc, voilà un peu le décor dans lequel on se trouve. En vérité, nos amis sont en train de faire face à un certain nombre d'obstacles, comme je l'ai dit au début, dans la mise en œuvre de leur stratégie du débarquement du président de l'Assemblée nationale. Ils ont cherché et recherché le nombre de requis pour le faire. Manifestement, ils ne l'ont pas encore trouvé. Et ils sont en train, donc, de créer une situation de tension de manière à ce que, peut-être, pense-t-il, cette crise au niveau de l'Assemblée va amener quelques indécis à basculer pour qu'ils puissent constituer, encore une fois, cette majorité qui puisse leur permettre de réaliser leur œuvre. Pour le cas, pour les spéculations, j'allais dire, qui ont été développées hier, ce qui d'abord nous étonne parce que vous remarquerez avec nous qu'il y a certains acteurs qu'on a connus dans d'autres circonstances qui ont refait surface. Cela nous étonne. Il parle du caractère inédit d'une situation, c'est-à-dire un président de l'Assemblée nationale qui ne soit pas issu de la majorité présidentielle. Mais je crois savoir que le président de la République en personne a été élu avec le suffrage d'une autre force politique, avec le soutien d'autres formations politiques. Paralyse, si, comme ils l'ont soutenu, le président de l'Assemblée nationale devrait démissionner, je ne vois pas pourquoi le président de la République lui-même, du fait du déficit de légitimité, devrait rendre son tablier. Je crois que c'est une question de bon sens. Apparemment, ils ont une autre lecture du droit et ils pensent que cela est valable pour le président de l'Assemblée, mais ce n'est pas valable pour le président de la République. De la même manière, comment comprendrons-nous que dans un pays qui se dit démocratique, où notre loi fondamentale consacre l'existence d'une majorité qui gouverne et d'une opposition qui doit s'opposer, que des membres du gouvernement, aujourd'hui, dans ce pays, siègent au gouvernement et continuent de se prévaloir d'appartenir à des formations politiques. Je pense que le Niger est un exemple pratiquement unique dans cette situation. Comment également comprendre que des députés qui disent être des députés appartenant à des groupes qui ont solennellement affirmé leur appartenance à l'opposition disent aujourd'hui qu'ils soutiennent le président de la République. Je pense que cela est sans précédent dans l'histoire politique de la sous-région et de notre pays. C'est des situations qui sont extrêmement graves et pour notre part, nous pensons qu'il y a des menaces graves qui pèsent sur l'état de droit de notre pays. Il y a des menaces graves qui pèsent sur notre démocratie. Il y a des menaces graves qui pèsent sur le respect par les autorités du pouvoir de l'ensemble et de chaque citoyen de ce pays. Ce qui va se passer ou ce qui adviendra est du sort de la seule responsabilité de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Je voudrais, peut-être pour terminer, relever simplement que vous savez bien que nos camarades de la RN, ce n'est pas avec le groupe en tant que tel qu'ils ont des problèmes, ils ont beaucoup plus de problèmes
avec le parti politique dont ils sont issus. Le parti les a exclus pour certains d'entre eux, mais nous avons vu que quelque part, effectivement, il a été déclaré que lorsque nous les avons exclus, lorsque nous avons donné suite à l'exclusion, que cette exclusion au sein du groupe parlementaire a été taxée de prématurée. Prématuré pour prématuré, dans tous les cas. Vous avez vu avec nous hier que ces gens qu'on nous a taxés d'exclure de prématuré ont siégé au sein des députés de la majorité. Mieux, ils ont servi même de porte-parole à cette majorité. Alors, on se pose la question, quand est-ce qu'ils vont arriver à terme pour que nous puissions de manière définitive les exclure? Je veux m'arrêter là et vous remercier, messieurs et mesdames les journalistes. Je reste à votre disposition pour répondre à toute autre question. Encore une fois, merci pour votre présence massive. Merci.